Bonsoir à tous. Éclairage sur la Somalie dans cette édition, un pays en crise depuis 30 ans et dans l'attente de l'élection d'un nouveau président. Alors pourquoi cette instabilité qui perdure? Qui sont les Somaliens? On va en parler dans un instant avec notre invité Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS, Université de Tours. Mais pour commencer, quelques repères. Située en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et bordée par l'océan Indien, la Somalie est frontalière avec Djibouti, l'Éthiopie et le Kenya. En 1991, elle s'est enlisée dans une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts. Après la chute du dictateur Siad Barre, le pays s'est divisé. Au nord, dans la région de l'ancienne Somalie britannique, est né le Somaliland, État autoproclamé mais non reconnu par la communauté internationale. Dans le nord-est, la région semi-autonome du Puntland a vu le jour. Au sud, ce qu'il reste de la Somalie est conduite par un gouvernement fédéral faible qui ne contrôle qu'une partie de la côte et quelques quartiers de la capitale Mogadiscio. La population est d'environ 12 millions d'habitants. Sur le plan religieux, 99% sont musulmans sunnites. Les chrétiens somaliens sont, eux, moins d'une centaine et vivent cachés. On va en parler avec vous, Marc Lavergne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un pays dont on parle peu médiatiquement. Pourtant, il connaît une guerre depuis de longues années. Pourquoi est-ce que la Somalie n'arrive pas à se stabiliser ? Écoutez, c'est un pays dont on parle toujours de façon négative finalement, parce qu'on se souvient de la piraterie maritime qui a bloqué le commerce international au tournant des années 2000 et qui a motivé une intervention internationale. Mais avant, il y avait eu autre intervention internationale avec, on se souvient du sac du riz de Bernard Kouchner pour aider les Somaliens, etc. Alors, je pense qu'il y a un intérêt, mais qui est toujours pour essayer de stabiliser une région qui, par nature, effectivement, a du mal à trouver son équilibre. Mais il ne faut pas oublier que la Somalie, c'était une colonie italienne, effectivement, pour celle qui demeure sous le contrôle du pouvoir central à Mogadiscio. Mais il y avait une autre Somalie qui était contrôlée par les Britanniques, donc le fameux Somaliland dont vous avez parlé également. Djibouti qui est dirigé par, finalement, des clans somalis, aujourd'hui encore, bien que ce soit une république indépendante avec aussi des affaires. Et puis il y a une autre partie du peuple somali, si vous voulez, qui est au Kenya. Presque la moitié du Kenya est peuplée par des Somalis, toute la partie orientale du Kenya. Et puis aussi les grandes plaines de l'Éthiopie, à l'est de l'Éthiopie, l'Ogaden, c'est aussi une région peuplée de Somalie. Ce sont les 5 branches du drapeau somalien, de l'étoile du drapeau somalien, si vous voulez. Donc il y a cette notion d'appartenir à un peuple commun, mais sans possibilité de construire un État. Alors pourquoi pas construire un État ? Parce que ce sont des nomades. Et que les nomades, par définition, sont des gens qui circulent, qui bougent, qui suivent leurs chameaux, qui vont de pâturage en pâturage, et donc qui se battent aussi entre eux pour l'accès au puits, pour l'accès donc à l'eau et au pâturage. C'est un peu pour ça que la Somalie est fragmentée encore aujourd'hui. Même cette Somalie qui est sous le contrôle du pouvoir central, finalement, c'est le président de la Somalie, l'Assemblée nationale somalienne, tout ce pouvoir qui est concentré dans la capitale, ne contrôle, vous l'avez dit, que quelques quartiers même de la capitale, quelques kilomètres de côte, mais pour le reste, elle doit négocier avec des pouvoirs régionaux qui sont plus ou moins institutionnalisés. Vous avez mentionné le Puntland, qui est une région semi-autonome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire semi-autonome ? Finalement, déjà autonome, on ne sait pas trop. Semi-autonome, c'est des choses qui ne sont pas gravées dans le marbre. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans des États fédérés, on n'est pas en Suisse non plus. C'est un pays qui se cherche finalement, qui cherche son point d'équilibre entre pouvoir central et puis cette volonté de la population de vivre librement, de se déplacer, de se débrouiller finalement pour survivre. Alors parlez-nous un peu justement de cette population somalie, on la connaît peu, une population nomade vous disiez. Population nomade qui a été islamisée très tôt. La Somalie, c'est un désert, c'est le marchepied de l'Abyssinie. Vous avez la forteresse abyssine qui est chrétienne depuis les premiers temps de la chrétienté. Il y avait un empire chrétien à Aksum déjà au IVe siècle et encore aujourd'hui, l'Église est structurée, l'Église éthiopienne, autour d'une foi qui est très particulière en même temps parce qu'on dit monophysite, mais c'est pas du tout ça.
en réalité, l'Église éthiopienne, eh bien, elle est en contrepoint de l'orthodoxie, donc elle est parfaitement autonome avec son pape, Abouna, qui était autrefois à Alexandrie, qui maintenant est basé en Éthiopie. Il y en a un autre en Érythrée, et même deux en Érythrée, donc des papes locaux. Et tout autour, les frontières de la mer Rouge et du golfe d'Aden et de l'océan Indien, c'est-à-dire ceux qui constituent la Somalie, eh bien, ce sont des musulmans, depuis aussi les premiers temps de l'islam, mais encore une fois, un islam particulier, parce que en quoi est-ce qu'il est particulier? Quand vous êtes nomade, vous avez du mal à appliquer les piliers de la foi, les 7 piliers de la foi, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mosquée, vous ne savez pas quel est le vendredi, finalement, vous obéissez à d'autres temporalités que celles qui ont été édictées par le prophète Mahomet à la Mecque, qui était une cité. Lui-même était caravanier, mais il était citadin dans une grande ville qui avait des divinités païennes, mais l'islam a été fait pour des citadins et ne correspond pas au mode de vie nomade. Donc c'est pas un pays très religieux, c'est ce que vous nous dites? Voilà, il y a des confréries religieuses qui peuvent être mobilisées, si vous voulez, l'islam peut être mobilisé dans des conflits internes avec des personnages, on appelle les Mahdi, des envoyés de Dieu, qui sont là pour rétablir le vrai islam. Mais la population est analphabète, donc les gens ne connaissaient pas le texte du Coran, n'ont pas de docteurs de la loi, de la foi, comme il y en a qui sortent de l'université d'Al-Azhar en Égypte. Alors il y a eu, par exemple, au début du XXe siècle, quand les Anglais sont arrivés, le Mad Mullah, on appelle le Mullah fou, qui s'est dit envoyé de Dieu et qui a essayé de mobiliser les tribus contre un ennemi commun qui était les Britanniques. Vous voyez, ces tribus, on trouve ça au Soudan, on trouve ça dans toute l'Afrique du Sahel, finalement, ces personnages qui surgissent dans des moments de crise, quand on veut limiter l'esclavage, quand on veut couper des routes de caravanes, quand il y a des dangers matériels qui gênent ou qui menacent la vie des tribus, eh bien, il y a ces 5 personnages qui arrivent à regrouper momentanément pour faire des pays, mais des pays, encore une fois, je dirais, de façon extrêmement pragmatique pour répondre à un besoin du moment. D'accord. Alors, vous dites un pays qui n'est pas forcément très islamisé. Il y a pourtant, et ça on en parle quand même de temps en temps, quand notamment il y a des attentats, ce sont les Chebabs, ces groupes de jeunes qui finalement aussi utilisent l'instrument religieux. Est-ce qu'ils sont, religieux? Est-ce qu'on peut parler d'extrémisme, de volonté d'instaurer la charia? Dites-nous. Oui, alors il ne faut pas confondre la foi des gens sous la tente, des familles, etc., qui ont des lieux de pèlerinage quand même, des tombeaux de saints éventuellement, ou de ces personnages qui ont réussi à les unir. Et puis, le mouvement politique, les Chebabs, comme vous dites, c'est les jeunes. C'est un mot arabe, ce n'est pas un mot somali, parce qu'ils ont leur langue qui n'est pas l'arabe. Donc ça crée aussi une distance, ça n'est pas un islam arabe. Mais la foi, elle peut être profonde chez les gens des campagnes qui ne savent pas lire, mais qui ont une adhésion à ce qu'ils savent de l'islam. Et puis ces mouvements qui représentent des jeunes, c'est-à-dire des chômeurs, des gens qui sont illettrés et qui cherchent à survivre, en dehors peut-être de la tribu, parce que les tribus ne peuvent plus nourrir avec les chameaux toute cette population, toute cette jeunesse. Il y a une rupture des circuits commerciaux, de la rentabilité en quelque sorte de la vie tribale. Il y a un attrait de la ville, il y a un attrait aussi des technologies modernes, d'avoir des téléphones portables, etc. Et donc, posséder des armes, ça permet de s'approprier des biens et de renverser l'ordre traditionnel des chefs, des vieux sages qui dirigent la tribu. C'est une révolte aussi contre les pères, ce mouvement des Chebabs, qui est encadré par des militaires, des officiers de l'armée régulière, qui eux-mêmes sont en rupture de banc. Entre eux? Bien sûr, parce qu'il y a une hiérarchie au sein des Chebabs, et on sait bien que ce sont des gens de l'ancienne armée de Siad Barré, celui que vous avez présenté comme un dictateur qui a régné sur le pays jusqu'en 1991. Eh bien, depuis, il y a une fragmentation, donc les corps constitués se sont dissipés. C'est aussi lié à la chute de l'URSS, puisque Siad Barré était un allié, en quelque sorte, a été un enjeu entre les Américains et les Soviétiques.
politique. Donc il y a eu des bouleversements à l'échelle mondiale et aussi en Somalie de ce fait. Donc les Chebabs sont là. Je dirais, ils n'ont pas de religiosité particulière. Ils n'ont pas. C'est un peu comme tous ces jeunes que l'on voit dans tous ces mouvements de Daesh ou d'Al-Qaïda et ainsi de suite. Donc ils se sont rapprochés d'Al-Qaïda, mais c'est un peu une signature, si vous voulez, un tampon sur quelque chose qui n'a pas grand sens, du point de vue religieux en tout cas. Alors on va parler d'une présence de la petite communauté chrétienne somalienne. Ils sont moins d'une centaine de Somaliens, dont une trentaine de catholiques. C'est une poignée de fidèles dont Monseigneur Giorgio Bertin, qui est l'administrateur apostolique de Mogadiscio, à la charge. Ayant dû quitter la Somalie quand la guerre civile a éclaté en 1991, il se rend aujourd'hui depuis Djibouti de temps en temps, discrètement, à Mogadiscio. On écoute son témoignage. Pour les chrétiens d'origine étrangère, il n'y a pas de grands problèmes. Le problème, certainement, reste avec le petit nombre de Somaliens, particulièrement à Mogadiscio. Même quand je vais à Mogadiscio, j'étais à Mogadiscio au début du mois d'août, je n'ai pas pu les rencontrer et j'ai même choisi de ne pas les rencontrer parce que eux seraient mis au risque et moi aussi. Ils risquent d'être ou tués ou d'être kidnappés et ensuite pour demander un rançon. La seule façon que j'ai de communiquer avec eux, c'est à travers Internet, à travers le téléphone. Je sais qu'entre eux, ils se rencontrent de temps à autre. Ils vont se nourrir simplement de la parole de Dieu. Et donc voilà, le problème principal est qu'il y a un vrai manque de l'autorité étatique. Il y a toujours cette présence des islamistes. En plus, les islamistes ont réussi à semer de la haine interreligieuse. J'ajoute que Monseigneur Bertin, qui est aussi évêque de Djibouti, sera notre invité la semaine prochaine, le 28 octobre. Alors, Monseigneur Bertin nous parle de ces islamistes aussi qui ont réussi à semer une haine interreligieuse. C'est le cas voilà, dites-nous un peu. Oui, alors c'est une intervention très, très intéressante comme témoignage. Une centaine de personnes. Alors qui sont ces gens? Comment sont-ils devenus catholiques puisque on parle là de catholiques. Donc ce sont des produits de la colonisation italienne. Je suppose qu'il y a eu des couples mixtes, comme c'est le cas en Érythrée, où il y a une communauté catholique beaucoup plus importante et locale. Alors ça peut être aussi des immigrés, parce que dans tous ces pays, il y a des gens qui viennent des Philippines, de l'Inde du Sud, pour travailler. Des femmes, des hommes, dans une grande ville comme Mogadiscio, on peut imaginer que ce soit le cas, comme ça l'est aux Émirats Arabes Unis, par exemple, oui. Où il y a là des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de catholiques. Et ce que dit d'ailleurs Monseigneur Bertin, c'est que finalement, le problème, c'est pas tellement pour les étrangers qui peuvent pratiquer, alors de manière plus ou moins ouverte, on va dire, mais en tout cas pour les Somaliens, c'est totalement secret, caché. Donc comment est-ce qu'ils sont perçus, cette petite communauté, ou de manière plus générale les chrétiens, qu'ils soient étrangers ou pas, par les Somaliens? Vous disiez que ce n'était pas un peuple spécialement religieux, pas spécialement rigoriste. Pourtant, malgré tout, il y a une prudence et de fait, ils vivent cachés. Oui, il y a cette dérive qu'on constate dans d'autres pays. La peur ne vient pas de l'ensemble de la population. Il n'y a pas de haine à l'égard de cette centaine de personnes qui vivent discrètement, qui avaient des métiers, qui étaient dans la vie de tous les jours, qui étaient des commerçants, qui étaient peut-être des fonctionnaires, des boutiquiers, des gens qui faisaient partie de la vie de la communauté. Et aujourd'hui, la crainte, c'est les terroristes, effectivement, qui sont en petit nombre. Et ce qui est frappant, c'est de constater que dans la capitale même, le pouvoir central, avec le président Farmajo, etc., qui n'a absolument aucun grief à l'égard des chrétiens, n'est pas capable de maintenir l'ordre et la sécurité. Alors, la présence de l'Église, elle se manifeste aussi dans sa mission sociale, notamment auprès des enfants des rues. Ils sont plusieurs centaines et
rêvent d'un meilleur avenir ailleurs, mais c'est souvent la désillusion. Caritas aide des enfants à réintégrer leur famille, soit une dizaine d'enfants par an. Les explications de Francesco Marcialis, qui a été directeur de Caritas Djibouti de 2016 à 2020. Caritas Djibouti qui agit aussi en Somalie. Alors les enfants des rues vivent un quotidien qui est un véritable cauchemar. Il y a la pauvreté matérielle, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de prise en charge médicale, ils n'ont pas d'éducation non plus. Quand vous leur demandez ce qu'ils veulent, ils ne vous diront pas de la nourriture, ils ne vous diront pas de l'eau. La première chose, ils vous diront « je veux aller à l'école ». C'est assez surprenant et c'est un choc que j'ai reçu lorsque je suis arrivé là-bas et que j'ai fait le diagnostic que ces enfants veulent une éducation et veulent une perspective d'avenir. Il y a aussi le fantasme qu'ils ont à propos des pays environnants. Alors, il faut savoir qu'entre Djibouti par exemple et la Somalie, les frontières sont poreuses et l'identité est quasiment commune. Donc de nombreux enfants viennent à Djibouti en pensant qu'il s'agit d'un Eldorado, se retrouvent dans des conditions catastrophiques, sont abusés et n'ont personne vers qui se tourner. Un problème aussi est ce sont des fantômes administratifs. Ils n'ont pas d'existence légale, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de reconnaissance. Et un des travaux de Caritas a été, avec les Nations Unies et avec les autorités, de former un consensus pour donner une identité administrative à ces enfants. Non seulement en termes de dignité, mais aussi en termes de sécurité, sécurité de leur séjour dans nos centres, et puis sécurité pour leur retour, pour leur réinsertion dans leur famille. Voilà, ce qui est frappant, c'est ces enfants qui rêvent avant tout d'éducation, avant d'être nourris. Voilà, c'est un vrai défi là-bas. C'est quelque chose qui n'est pas propre à la Somalie. Hein. Oui. Moi, il y a 40 ans au Soudan, il y avait les Chamassa, les enfants du soleil, qui vivaient dans les caniveaux, qui vivaient cachés comme ça, qui formaient de véritables communautés entre eux, et effectivement qui demandaient l'éducation, l'école, d'être reconnus, respectés, pris en charge. Et il y avait déjà des organisations humanitaires qui essayaient de s'en occuper. Alors, ce témoignage est très intéressant parce que si Caritas intervient à Mogadiscio, on comprend difficilement comment la centaine de chrétiens locaux sont persécutés et sont dans la peur, alors que Caritas opère évidemment au grand jour pour s'occuper de ces enfants qui sont dans les rues, donc très visibles. Hein. Mais avec une action tout à fait humanitaire. Il y a une sorte de complexité autour de ce rapport entre les gens et des institutions catholiques qui viennent sur place. Je pense que Caritas, donc, à Djibouti, travaille sans aucune difficulté. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il en est à Mogadiscio. Mais c'est un drame, effectivement, dans toute cette région de l'Afrique et ailleurs, de toute cette jeunesse qui est abandonnée, tous ces gamins, garçons et filles, hein, qui vivent qui grandissent en bande entre eux, sans que personne ne s'occupe vraiment de leur cas. Il y a des organisations musulmanes aussi qui s'occupent d'eux, mais tout ça n'est pas à l'échelle de l'ampleur du problème, qui est le résultat de toutes ces guerres dont on a parlé, de toute cette désagrégation de société qui a aussi donné les shebabs. Parce que finalement, ces jeunes-là, si on ne s'occupe pas d'eux, ils peuvent se retrouver shebabs. Il ne faut pas chercher des raisons religieuses, spirituelles, dans ces engagements islamistes, terroristes, etc. Finalement, on se dit, il y a une somme de problèmes, mais est-ce qu'il y a des perspectives ? Sur quoi est-ce qu'il faudrait recentrer le pays pour qu'il y ait des évolutions aussi ? Mais je crois que les Somaliens essayent de le faire, c'est s'adapter au monde moderne, entre guillemets. Ils sont très adaptés parce que, d'un autre côté, la société somalie vit toujours sans État. Hein, c'est le seul pays d'Afrique qui est constitué de façon homogène. Hein, avec un peuple qui parle la même langue, qui a la même religion, et c'est le pays où il y a le plus de problèmes. Donc ça contrevient à toutes les idées que les frontières africaines sont pas comme il faut et que c'est la diversité ethnique qui pose des problèmes. Non, c'est l'unité qui pose des problèmes en l'occurrence. Mais les Somaliens émigrent, ils sont en diaspora dans le monde entier et ils sont ils ont beaucoup de succès finalement d'intégration dans les pays scandinaves, au Canada, même en France. Hein, il y a des communautés somaliennes qui vivent de façon avec cette facilité qu'ils ont à s'adapter parce qu'eux-mêmes sont habitués à vivre sans État. Donc ils sont capables de retomber sur leurs pieds, si je puis dire, en l'absence de tout cadre institutionnel. Et puis il y a des moyens techniques aussi qui ont été mis en place dans ces sociétés nomades, la confiance dans les rapports entre les gens. Je pense par exemple à ce système de la hawala, c'est-à-dire les lettres de change qu'on avait
avait au Moyen-Âge, qui permettent d'échanger des sommes extraordinaires sans une signature, sans un bout de papier, et qui fait que l'argent circule aussi, ce qui a facilité aussi l'épisode de la piraterie maritime qu'il y avait en Somalie il y a quelque temps, avec des rançons qui étaient versées, etc. Donc vous voyez, il y a deux versants aux choses. Il y a l'adaptabilité de ces sociétés, et puis en même temps les contraintes du monde moderne. Merci beaucoup Marc Laverne pour votre décryptage sur la Somalie. On va continuer évidemment à suivre ce qui se passe dans les prochaines semaines avec ces élections. Et puis tout de suite, un bref tour d'horizon sur d'autres actualités d'Église. Dimanche 17 octobre, le synode sur la synodalité s'est ouvert dans les diocèses du monde entier, un temps d'écoute et de dialogue lancé jusqu'en 2023 par l'Église pour mieux répondre à sa mission d'annoncer la bonne nouvelle. Alors comment ce lancement de synode est-il vécu à Hong Kong, région administrative spéciale où les manifestations pro-démocratiques de 2019 ont été étouffées par Pékin ? Une reprise en main qui suscite la méfiance des catholiques de Hong Kong et qui ne facilite pas ce lancement. Les explications de Monseigneur Joseph A, qui est évêque auxiliaire de Hong Kong. The feeling of being unrest is still deeply in their heart. So the trust is not so much as before. So it is not easy to conduct consultation to ask them telling us what they have in mind. It is not easy, but I'm quite confident that the majority will cooperate very much because the majority is eager to do so. But I'm not so confident about the sector with the youth, young people. It may not be so easy for them to get involved because the social unrest they may not trust even the church, and I'm afraid about the youth. We would like them to give their answers sincerely, more deeper, and that is very challenging. Des inquiétudes partagées sur Hong Kong face à ce synode, mais il y a aussi une grande joie exprimée par l'Église de l'Amazonie alors que s'ouvre ce synode. Le pape a reconnu canoniquement la conférence ecclésiale d'Amazonie. Les pères synodaux en avaient fait le vœu lors du synode pour l'Amazonie il y a 2 ans, créer un nouvel organisme qui fasse le lien entre les diocèses d'Amazonie, les conférences épiscopales des 9 pays amazoniens et le Conseil épiscopal latino-américain, le CELAM. François promeut ainsi le fonctionnement synodal de l'Église d'Amazonie. En RDC, la désignation du nouveau président de la CENI, la commission électorale chargée de préparer les élections de 2023, ne fait pas l'unanimité. Elle est perçue par certains comme un contrôle par le camp présidentiel. C'est ce que pense en tout cas l'abbé Ncholet, secrétaire général de la conférence épiscopale de RDC, pour qui le président Tshisekedi a encore l'occasion de se rendre crédible. Et puis on termine ce journal aussi par une bonne nouvelle. Les Spéritains ont élu leur nouveau supérieur général, le premier originaire d'Afrique. Le père Alain Mayema vient du Congo-Brazzaville. Il était provincial du pays avant d'être appelé comme conseiller à la Maison Générale à Rome en 2012. Il devient ainsi le 25e supérieur depuis la fondation de la congrégation par Claude Poulard des Places. Enfin, tout de suite, comme chaque semaine, avant de terminer notre édition, place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis la Malaisie Charles Berti, laïc catholique malaisien, qui nous parle depuis Kuala Lumpur. Bonjour de Seremban en Malaisie. Ici, il y a une 30-40 ans d'années, s'est retrouvé un bel édifice, style colonial, une école de filles construite par la communauté de sœurs de Nicolas Barré, de France. Et c'était détruit pour un projet de développement, mais qui n'a jamais abouti. Et pas loin d'ici, il y avait une autre école chrétienne, construite par les frères de la Salle de France,
où s'est passée la même histoire. Alors, récemment, l'Église a fait une enquête après une centaine d'écoles chrétiennes catholiques et on s'est retrouvé qu'il y a 2 écoles parmi cette centaine qui sont toujours en tête, une chrétienne à la tête. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a moins seulement jeunes qui sont attirés par le monde de l'éducation, ou on peut dire d'être un prof ou enseignant. Pourquoi? Ils sont une perte de sens de vocation dans ce domaine. Mais plus fortement, il y a un autre phénomène où l'État malaisien s'islamise. Et aujourd'hui, 98% de les fonctionnaires d'État sont des Malais musulmans. Alors, quel avenir pour la mission d'éducation en Malaisie? Évidemment, c'est un sujet de discussion pendant le processus synodal qui se démarre ici. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet ktotv.com et sur nos réseaux sociaux. Et puis, comme je vous le disais, la semaine prochaine, on retrouvera Monseigneur Bertine, qui est aussi évêque de Djibouti. Il nous parlera donc de ce pays voisin de la Somalie. Voilà, très belle semaine à tous. À jeudi, au revoir.